Donc moi, je suis le docteur Bart, je travaille à Angers, dans le centre de référence maladie mitochondriale, où du coup on a une partie de pédiatrique et une partie adulte aussi. Alors, bon, je vais vous raconter l'histoire comme elle est arrivée. Et ben, on verra après nos histoires de mélasse, mide, etc. Donc, au début, l'histoire était très simple. Vous voyez, en 1984, un monsieur Pavlakis qui voit plusieurs patients qui ont l'association de plusieurs signes, une myopathie, une atteinte neurologique cérébrale, voilà, bon, des troubles de la mémoire, des difficultés de raisonnement, des choses comme ça, la présence de pseudo-accidents vasculaires cérébrales, c'est ce qu'on appelle les stroke-like, et puis sur la prise de sang, un dosage d'acide lactique. Et donc, eh ben, il a pris les premières lettres de chaque mot et ça a fait M-E-L-A-S. Donc, ça a fait mélasse, syndrome de mélasse. Tout le monde était content. En 1990, il y a deux équipes quasiment en même temps qui ont rapporté que ces gens qui ont un syndrome de mélasse ont aussi, dans leur prise de sang ou dans leurs urines, une mutation génétique sur un gène qui est le gène de l'ARNT leucine. Donc, tout le monde était toujours content en se disant que c'est très bien, c'est une maladie génétique, on a l'identifiant génétique et donc on va pouvoir faire des beaux diagnostics. L'histoire va rapidement se compliquer, vous voyez, 4 ans après, 1994, où cette équipe décrit des gens qui ont cette même mutation génétique, donc toujours sur l'ARNT leucine, mais qui par contre n'ont pas du tout les mêmes signes que ce qui a été décrit au départ. Ces gens-là, ils ont plutôt un diabète et une surdité, donc pas du tout la myopathie et tout ce qu'on a dit avant. Et donc, ces gens-là ont ce que l'on appelle un MID. Vous voyez, on ne se complique pas la vie, les docteurs, on prend les premières lettres de chaque mot, M, I, D, D, donc MID. Et donc, finalement, l'histoire se complique parce que quand on fait un diagnostic génétique et qu'on va étudier le gène de ce tRNA leucine chez quelqu'un, est-ce qu'il va avoir un diabète et une surdité ou est-ce qu'il va avoir un risque d'accident vasculaire, d'épilepsie, d'encéphalopathie comme on a vu? Et puis finalement, l'histoire se complique encore parce qu'on a trouvé qu'avec cette même mutation, il y avait des gens qui avaient encore d'autres signes comme un syndrome de Legg dont vous parliez tout à l'heure, une épilepsie myoclonique, une CPO, c'est une ophtalmoplégie, donc le fait que les paupières tombent, qu'on ne peut pas bien regarder dans toutes les directions du regard. Donc, compliqué tout ça, tellement compliqué que finalement, les docteurs se disent « mais qu'est-ce que c'est encore un syndrome de mélasse ?» Parce qu'on ne peut plus se fier à la génétique, puisque la génétique, vous voyez, donne un MID, un mélasse ou d'autres choses encore. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, finalement, en 2012, il y a une nouvelle équipe qui décrit des critères très, très spécifiques. Vous voyez, il faut 2 critères du premier groupe, avoir des maux de tête avec des vomissements, ou de l'épilepsie, ou être paralysé d'un côté, ou ne pas bien voir, ou avoir des pseudo-stroke, 2 de ces critères, plus un critère biologique qui est soit l'augmentation du lactate, soit une anomalie à la biopsie musculaire, soit la fameuse mutation de l'ARNT leucine sur l'examen de l'ADN mitochondrial. Donc, ça devient déjà un petit peu plus flou. Le MID, lui, c'est toujours la même définition, hein, un diabète associé à une surdité, mais on a vu aussi rapidement que c'était quand même pas tout à fait les mêmes diabètes que ce qu'on connaît d'habitude. Ça peut aussi juste être une intolérance au glucose et surtout, en général, le diabète de type 2 survient, c'est des patients plutôt obèses ou qui ont beaucoup de poids, alors que là, justement, ces gens n'ont pas du tout de problème de poids, voire même des fois ont du mal à prendre du poids. Et il peut parfois y avoir une atteinte ophtalmologique associée qu'on appelle une maculopathie. Donc finalement, vous voyez,
en 2020, il y a cette publication de cet autre médecin qui se dit que finalement, est-ce que c'est un MID, est-ce que c'est un mélas, voilà, pour reprendre la bonne introduction de la patiente là qui était en ligne, et qui se dit que finalement, ben, on va plus dire est-ce que c'est un mélas ou est-ce que c'est un MID, on va dire que c'est le spectre des syndromes autour du mélas. Et que finalement, il dit que la majorité des patients se plaignent d'avoir une fatigabilité, d'avoir des difficultés à l'effort, que beaucoup de patients se plaignent d'avoir des troubles digestifs et que beaucoup de patients ont une surdité, voilà, qui peut être variable en intensité, mais souvent on la retrouve quand même. Et puis ensuite, il y a à peu près 60% des patients qui vont avoir des problèmes endocriniens, soit du diabète, soit de l'hypothyroïdie, soit petit des difficultés pour grandir, des manques d'hormones de croissance par exemple, des gens qui vont avoir des problèmes plutôt psychiatriques, d'anxiété, de dépression, de troubles psychomoteurs, de choses comme ça, des problèmes neurologiques. Alors j'ai exprès écrit troubles neurologiques, c'est très très vaste parce qu'on va détailler après. Et puis 30% des gens qui peuvent avoir une atteinte cardiaque, qui peuvent parfois être juste quelque chose qu'on voit à l'échographie, parfois très grave jusqu'à avoir besoin d'une greffe cardiaque, ou alors plutôt des troubles du rythme cardiaque, le cœur qui ne bat pas de manière régulière, des insuffisances rénales, à peu près 30% des patients aussi, des atteintes ophtalmologiques, des atteintes gynéco chez les femmes, on en va en reparler un petit peu tout à l'heure aussi, parfois des atteintes aussi vésicaux avec des problèmes de continence, et même des atteintes cutanées, parfois vitiligo, eczéma. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les congrès, on se consacre beaucoup aux autres atteintes, mais les deux derniers, finalement, restent encore toute une partie qu'il faut beaucoup explorer. Donc, si on regarde un petit peu les manifestations initiales, donc on va dire les manifestations initiales des gens qui ont des mutations dans des gènes responsables de ce genre de maladie mitochondriale, il y a à peu près 65% des patients qui commencent avant l'âge de 20 ans. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils consultent déjà avant l'âge de 20 ans, mais des fois, c'est a posteriori. Moi, par exemple, là, on a fait le diagnostic dans une famille de gens qui ont 30 ans, même plus, et qui me disent qu'en fait, depuis qu'ils sont à l'école primaire, ils n'entendent pas bien, ils ont des difficultés pour grandir. Voilà, donc clairement, la maladie a débuté bien avant l'âge de 20 ans. Souvent des problèmes de fatigue, hein, souvent même des enfants déjà qui ont du mal à l'effort, qui ont du mal à finir le cross du collège, qui sont vite essoufflés, qui sont souvent dispensés de sport, qui vont avoir des migraines, particulièrement des migraines au moment des efforts, ou bien des vomissements facilement, des vomissements cycliques, parfois de l'épilepsie, parfois on peut rentrer dans la maladie aussi par les pseudo-accidents vasculaires cérébrales ou retard de croissance, intolérance à l'effort, on en a déjà parlé. Alors que dans la forme plutôt MID, tout le monde est souvent fatigué, beaucoup de gens ont une surdité, 80% à peu près, et puis à peu près 60-70% vont avoir du diabète ou une atteinte thyroïdienne associée. Alors, comment est-ce que ces gens finalement vont évoluer? Eh ben, c'est assez difficile à dire parce que voilà, il y a les gens chez qui on fait une prise de sang, on leur dit, ben voilà, vous êtes porteur de la mutation de l'ADN mitochondrial, par exemple, la plus fréquente 3243G. Vous êtes venu nous consulter parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a ça. Là, aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu fatigué, mais bon, voilà, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? Et là, eh ben, qu'est-ce que vous allez développer finalement? Donc, vous voyez que la majorité, enfin, un tiers des patients vont développer plutôt la forme surdité, diabète, qu'on appelle le MID. Et en fait, vous le voyez un petit peu ici sur ces colonnes, j'espère que vous voyez ma flèche, hein, qu'au départ, ben, il y a 30% des patients qui ont une surdité, puis finalement, avec l'évolution, il y en a beaucoup plus qui vont avoir une surdité, et c'est finalement le signe le plus fréquent, ça va être la surdité. Et puis ensuite, ça va être plutôt les intolérances à l'effort, comme on le voit ici. Ça va être aussi le diabète, Non, ça coupe. hein, c'est les signes les plus élevés. Puis l'épilepsie, hein, souvent l'un entraîne l'autre. Et donc, voilà.
finalement que 10% qui auraient un vrai phénotype mélasse comme la première description initiale, mais après, vous voyez des choses un petit peu croisées, des formes atypiques, des choses comme ça. Donc, finalement, très difficile de savoir. Si on prend, on va dire, atteinte par atteinte, je vous propose qu'on commence par l'atteinte ORL, puisque vous avez vu dans le schéma tout à l'heure que finalement, c'est l'atteinte la plus fréquente, c'est après la fatigabilité, hein, et l'asthénie que tout le monde a, c'est l'atteinte ORL. Donc la surdité, c'est le signe le plus fréquent. Il y a même des gens qui n'ont que la surdité, et elle va toucher surtout des patients après 40 ans, mais à vrai dire, ça peut commencer dès l'âge de 6 ans. C'est une surdité qu'on dit neurosensorielle, c'est-à-dire que ça peut toucher à la fois l'oreille moyenne, mais aussi le nerf auditif. C'est souvent progressif bilatéral. Et souvent, vous voyez ici sur les audiogrammes, c'est plutôt dans les aigus que ça va diminuer. L'évolution est assez variable. Il y a des gens où ça va rester très stable pendant des années. Il y en a d'autres où vraiment ça se dégrade très progressivement, parfois même rapidement, parfois par palier. Et puis, il y a aussi des gens, vous savez peut-être que l'oreille sert aussi à l'équilibre. Et donc, il y a des gens qui ont aussi des problèmes d'équilibre par atteinte du nerf vestibulaire, par exemple, ou par atteinte du vestibule en soi. Mais ça, comme dit, c'est pas encore très exploré non plus, cette atteinte vestibulaire associée. Le diabète, hein, je vous avais dit que MID, c'est surdité et diabète. En général, voilà, il apparaît vers la 35-40 ans. Et puis, très souvent, il va être rapidement avoir besoin d'insuline. Vous voyez, 45% des patients en 5 ans, 12% en ont déjà besoin dès le début du diagnostic. Ce qui se passe, c'est que, contrairement à un autre diabète, on a mis un petit peu de temps à comprendre ça, les docteurs, les gens qui ont une maladie mitochondriale vont faire beaucoup plus de complications du diabète que quelqu'un qui n'a pas de maladie mitochondriale et un diabète. En particulier, plus de neuropathie, plus d'atteinte rénale, plus d'atteinte cardiaque. De la même manière, les patients qui ont cette mutation, la responsable de ce syndrome, s'ils n'ont pas de diabète, ils vont faire aussi moins de complications. Donc le diabète est un peu un facteur d'aggravation du syndrome, on peut dire. Voilà, il y a différents mécanismes à ce diabète. Ça, je vais passer vite parce que c'est une diapo que j'ai repris d'un congrès, donc c'est peut-être un peu compliqué ça. Mais en tout cas, voilà, on dit qu'il faut essayer d'éviter la metformine, parce que la metformine favorise et est un peu toxique, on va dire, pour la mitochondrie. Après, ne vous inquiétez pas si vous en avez, hein, parce que la priorité est quand même d'équilibrer le diabète, et que si c'est ce médicament-là qu'il vous faut pour équilibrer le diabète, bien sûr qu'il faut le prendre. C'est des choses qui ont été vues in vitro, c'est-à-dire quand on teste ce médicament-là sur des cellules de patients, on voit que les cellules elles se développent moins bien, mais voilà, on ne peut pas toujours reproduire tout. De la même manière, les statines, c'est un médicament contre le cholestérol. Très souvent, on le donne quand on a du diabète, puisque c'est un facteur aggravant d'avoir du cholestérol en plus. Mais ça, souvent, c'est pas très bien toléré avec beaucoup de crampes, des choses comme ça. L'atteinte digestive, en fait, si on interroge bien tous les patients que l'on voit sur l'atteinte digestive, il y en a quasiment tous qui nous disent qu'il y a des problèmes. Très souvent de la constipation, parfois de l'alternance diarrhée-constipation, parfois plutôt des reflux, des difficultés à digérer, et puis parfois ce qu'on appelle des POAC, ça veut dire c'est des pseudo-occlusions digestives, comme si à un moment tout l'intestin se bloquait et qu'on n'arrivait plus à digérer, avec ce qu'on appelle une gastroparésie, c'est-à-dire que l'estomac met beaucoup plus longtemps à se vider que chez une personne qui n'est pas malade. Sur le plan digestif, on peut aussi avoir parfois des atteintes du pancréas, parfois des atteintes du foie, c'est quand même beaucoup plus rare. Et puis, je ne l'ai pas mis là, mais chez les enfants, des problèmes de croissance aussi. Et puis, parfois même les artères du tube digestif qui peuvent être touchées.
Sur l'atteinte neurologique, tout à l'heure, je vous ai dit que je ne vous la détaillais pas parce que j'allais vous en parler maintenant. En fait, il peut y avoir beaucoup de choses. Si on prend déjà chez les enfants, tous ne l'ont pas, bien sûr, hein, mais certains enfants peuvent avoir déjà des difficultés scolaires, des enfants qu'on va dire qui sont dysphasiques, dyspraxiques, dys de beaucoup de choses, qui peuvent parfois avoir des troubles de l'attention aussi. Et puis, il va y avoir la symptomatologie des migraines. En général, voilà, entre l'adolescence et à peu près 35-40 ans. Des fois, après, ça s'estompe. On n'a pas vraiment d'explication, mais c'est souvent comme ça, là, des orages sur cette période-là. On peut avoir donc les pseudo-accidents vasculaires cérébrales. Alors, pourquoi on dit pseudo-accident vasculaire cérébral? Je vais vous montrer sur la diapo d'après. On peut avoir aussi, au fur et à mesure du temps, des difficultés cognitives, des difficultés d'attention, des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire. À l'extrême, vraiment, chez les gens qui font beaucoup d'accidents vasculaires, on peut avoir une démence, mais c'est vraiment chez les gens qui font beaucoup d'accidents vasculaires cérébrales parce que malheureusement, à chaque fois, il y a quelques neurones qui partent à ce moment-là. Les gens qui ne font pas d'accidents vasculaires cérébraux, moi en tout cas dans mon expérience, peuvent avoir des troubles à mémoire, des troubles d'attention, mais n'évoluent quand même pas jusqu'à la démence. On peut avoir des problèmes d'équilibre, c'est ce qu'on les docteurs appellent l'ataxie, soit parce qu'on a l'organe de l'équilibre qui est un peu touché, on a déjà parlé tout à l'heure du vestibule, mais on a aussi le cervelet par exemple, ou soit parce qu'on a les nerfs qui ne marchent pas très bien. Et donc, on ne sent pas très bien où on marche et c'est pour ça qu'on a des problèmes d'équilibre. Et puis, ça, c'est plutôt des petites formes d'épilepsie. Alors, les fameux pseudo-stroke, les voici sur l'IRM ici. Alors, pourquoi on dit pseudo-stroke? Parce que pour nous, donc stroke, c'est accident vasculaire. Et pseudo, ça veut dire que d'habitude, nous, on a l'habitude qu'il y a un vaisseau qui se bouche et qu'ensuite, il y a tout un territoire dont dépend ce vaisseau, hein, un petit peu comme vous avez une rivière, vous arrêtez l'eau de la rivière, et ben, tous les champs après ne poussent plus. Là, c'est exactement ça. Le vaisseau se bouche et résultat, il y a toute une partie du cerveau qui souffre. Là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des parties du cerveau qui souffrent alors que les vaisseaux ne sont pas bouchés et que l'on a comme ça des parties très variables dans le cerveau qui souffrent, qui ne sont pas vraiment dépendantes d'un territoire vasculaire. Vous voyez par exemple l'IRMF, même si vous n'êtes pas radiologue, vous voyez qu'il y a des choses blanches et des choses grises. Et les choses blanches, c'est tout ce qui n'est pas normal. Et vous voyez bien qu'il y en a devant, il y en a derrière. Le cerveau, il a plein d'artères différentes à plein d'endroits. Et c'est pour ça qu'on appelle ça pseudo-stroke. Très souvent, donc, ça commence plutôt entre 18 et 40 ans, mais pendant longtemps, on a cru qu'après, il n'y en avait plus, mais à vrai dire, il y en a encore. Souvent en cas d'infection, de déshydratation. Et puis parfois, on ne se rend pas vraiment compte que c'est un accident vasculaire. C'est aussi compliqué des fois pour les docteurs de le faire, le diagnostic, parce que très souvent, il y a des forts maux de tête. Et comme il y a des forts maux de tête, et ben, le patient il n'arrive pas très bien à s'exprimer, il n'arrive pas très bien à dire bah oui, là, je ne vois plus trop d'un côté, par exemple. Et puis souvent, il n'arrive pas trop bien à s'exprimer. Le docteur, il pense que c'est parce qu'il a mal, parce qu'il a très mal à la tête, mais en fait non, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème neurologique qui fait qu'il n'arrive pas très bien à s'exprimer. Et que du coup, parfois, on pense, les docteurs, que ce seront ce qu'on appelle des migraines accompagnées, alors que ce sont des vrais pseudo-accidents vasculaires cérébrales. Et très souvent, quand on a ça, il va très souvent y avoir des convulsions en même temps, ce qui n'est pas le cas dans un accident vasculaire, entre guillemets, standard. Alors, bien sûr, c'est grave de faire un accident vasculaire, et c'est d'autant plus grave que quand on a cette maladie du syndrome de Mélas, eh bien, très souvent, quand on fait un accident vasculaire, on va malheureusement en refaire d'autres. Vous voyez, 25% des patients récidivent après 3 ans. Et en général, la moyenne de récidive, c'est à peu près entre 15 mois et 2 ans. J'avais marqué donc, pour le congrès attention dans les études. Pourquoi je l'ai marqué? Parce que des fois, les études des médicaments, ils étudient un médicament pendant 1
an, 2 ans. C'est rare qu'on étudie un événement, mais à vrai dire, si l'événement n'arrive que tous les 15 mois, 20 mois, bon, quelle est la validité de l'étude? Il y a plusieurs études qui ont été faites, malheureusement pas beaucoup, sur l'histoire naturelle de la vie des patients avec ces maladies-là, qui montrent que vraiment le fait de faire un accident vasculaire est un fait qui engage le pronostic vital avec, voilà, c'est une moyenne d'âge, 15 ans de décès après le premier accident vasculaire cérébral. Bon, voilà, ne faites pas un décompte à partir du moment où vous avez eu un premier accident, si c'est le cas, c'est des statistiques. Il y en avait où malheureusement c'était avant, il y en a d'autres où c'est après aussi, mais c'est pour dire qu'on n'a pas beaucoup d'éléments dans ces études qui nous disent, mais vraiment, qu'est-ce qui nous permet de dire, est-ce qu'on va vivre longtemps ou pas? Le seul élément qu'on a, c'est ça, s'il y a eu survenu d'un accident vasculaire cérébral. Et malheureusement, dans mon expérience, c'est effectivement le cas. Alors, on peut aussi avoir une atteinte neurologique qu'on appelle, nous, périphérique, ça veut dire que ce n'est pas le cerveau, c'est le nerf ou c'est le muscle. Et ça, très rapidement, les patients le sentent que c'est plus compliqué pour courir, même pour marcher, pour avoir une activité d'endurance, pour monter des escaliers. Alors que pourtant, quand le docteur il examine, il ne voit pas grand-chose. C'est vrai que c'est assez rare qu'on trouve un vrai déficit, même si parfois ça arrive. On appelle une myopathie proximale. Typiquement, ça veut dire on a du mal à se relever de la position assise par terre, par exemple, ou accroupie, parce que c'est les muscles qui sont au niveau des cuisses qui sont touchés plutôt que les muscles qui sont au niveau des doigts de pied. Et puis, on peut avoir donc une atteinte des nerfs. Et l'atteinte des nerfs, finalement, ça touche beaucoup, beaucoup de patients. Mais des fois, c'est quelque chose qu'on voit que sur les examens qu'on peut faire, alors que finalement, le patient ne s'en plaint pas beaucoup. Alors, l'atteinte psychiatrique, ça, c'est un petit peu la face cachée de l'iceberg, puisque pendant très longtemps, on se disait que, bien sûr, ces patients sont stressés, puisque avec tout ce qui leur arrive. Mais à vrai dire, c'est pas du tout ça, puisqu'il y a plusieurs études qui ont maintenant montré que l'atteinte psychiatrique peut commencer déjà 10 ans avant les premiers signes cliniques de la maladie. Donc 10 ans avant un diabète, 10 ans avant le diagnostic d'une surdité, par exemple. Et qu'elle touche beaucoup, beaucoup de patients. Alors quand on dit psychiatrique, il ne faut pas tout de suite penser l'hôpital psychiatrique. C'est des marqueurs un petit peu qui ont été faits sur des critères d'anxiété, par exemple. Les gens qui sont plus vite anxieux par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui n'a pas la maladie, beaucoup plus de tendance à la dépression, et puis parfois des maladies psychiatriques plus graves, avec des hallucinations, par exemple, avec des troubles du comportement, des choses comme ça, très souvent quand il y a eu des accidents vasculaires cérébraux. L'atteinte cardiaque touche à peu près 30% des patients. C'est surtout que le cœur va être un petit peu plus gros. Et à force d'être gros, après, il va, ce qu'on appelle, nous, se dilater. Ce qui est important pour le patient, c'est qu'il continue à battre régulièrement et à fournir la quantité de sang qu'il doit fournir au reste de l'organisme. Donc, c'est vrai que pendant très longtemps, c'est des choses qui sont complètement asymptomatiques, mais malheureusement, des fois, le cœur se fatigue et là, pour le coup, il y a des signes d'insuffisance cardiaque ou des signes de troubles du rythme cardiaque. Parfois, même, il y a des infarctus. Ça a été rapporté dans la maladie. L'atteinte rénale n'est pas secondaire au diabète, c'est quelque chose qui évolue par soi-même parce qu'il y a besoin d'énergie dans le rein et quand on n'en a pas assez, on peut avoir soit ce qu'on appelle nous, une atteinte tubulaire, une atteinte glomérulaire. Bon, tout ça, c'est des mots un peu japonais pour dire que le rein ne fait plus bien son travail, soit il laisse passer trop de choses dans les urines, en l'occurrence les protéines par exemple, soit le rein, il est aussi là des fois pour réabsorber des choses, et notamment par exemple du calcium, du potassium, des choses comme ça. Et à long terme, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. L'atteinte ophtalmologique, donc au niveau des yeux, c'est principalement la fameuse maculopathie. Vous voyez tous ces petits points noirs sur le fond d'œil qui normalement ne devraient pas exister et qui vont faire que finalement, on va avoir une vision qui va devenir un petit peu tubulaire ou parfois des gens qui décrivent des points noirs, par exemple, devant les yeux.
et puis finalement, on peut avoir ce qu'on a beaucoup plus petit. On peut aussi avoir une atteinte des muscles des yeux qui vont faire qu'on va avoir du mal à regarder vers le côté, par exemple, et une atteinte des paupières qui va faire que les paupières tombent plus vite et qu'on a du mal à ouvrir les yeux ou à les maintenir ouverts. L'atteinte gynécologique, ça peut être ce qu'on appelle l'hypogonadisme hypogonadotrope. Ça veut dire que ce sont des filles qui peuvent avoir du mal à avoir leurs règles ou qui les ont de manière irrégulière, ou alors au contraire des ménopauses qui arrivent beaucoup plus tôt. Pour les grossesses, il y a beaucoup plus de diabète pendant les grossesses et plus d'accouchements prématurés aussi, parfois avec des besoins de césarienne parce que justement, un accouchement, c'est un effort et quand déjà c'est difficile les efforts, c'est peut être plus simple d'avoir une césarienne. Et comme je vous ai dit, toute une partie pas encore très explorée sur finalement les problèmes urinaires des patients. L'atteinte cutanée, alors ça, c'est quelque chose, voilà, il y a quelques articles sur ça. Moi, j'avoue que je ne vois pas trop ça chez mes patientes, mes patients, mais vous allez nous redire si effectivement il y en a qui ont plus d'eczéma ou ce qu'on appelle le vitiligo, qui sont des espèces de taches blanches comme ça, de décoloration de la peau, comme vous le voyez là. Alors, donc la cause de ces syndromes, donc c'est une maladie mitochondriale et c'est en particulier sur ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Vous savez sûrement que chaque mitochondrie transporte avec elle un petit livre de recettes que l'on appelle l'ADN mitochondrial pour lui permettre d'être fabriqué. Et dans ce livre de recettes, il y a des erreurs qui surviennent, en particulier celle-là, A3243G, ça veut dire que à la position 3243, comme si vous aviez 3243 lettres, et qu'à cette position 3243, il doit normalement y avoir une lettre A et qu'elle a été transformée pour une lettre G. C'est ce qu'on trouve le plus fréquemment, mais vous voyez qu'il y a des autres formules aussi, hein, des autres gènes, des autres numéros qui font qu'on peut avoir exactement les mêmes signes. Alors, est-ce qu'on sait, souvent les gens demandent, est-ce que c'est, docteur, une maladie fréquente? Alors, non, c'est une maladie rare, mais vous savez peut-être que la définition d'une maladie rare, c'est une maladie qui est portée par moins de 1 personne sur 2000 dans la population générale. Et finalement, vous voyez que c'est compliqué parce que si on compte les gens qui ont un vrai syndrome de Mélas, encore une fois, avec quelle définition pour l'interrogation, vous voyez que selon les études, on est entre 0,2 pour 1000 et carrément 1000 fois plus, 230, pardon, pas pour 1000, pour 100 000, 230 pour 100 000. Ça veut bien dire que, vous voyez, c'est compliqué. Il y a des docteurs qui disent, ben oui, vous avez un mélas, ben non, vous avez un mythe, vous avez autre chose. Donc, c'est ce qui fait qu'on a du mal à savoir. Alors, est-ce que si on regardait tous les gens qui étaient porteurs de cette mutation, est-ce qu'on aurait plus d'informations? Ben là, oui, on trouve beaucoup de gens qui sont porteurs de la mutation, mais heureusement, tous ces gens ne développent pas tous les signes que je viens de vous décrire, voire même il y a des gens qui n'ont pas de signes du tout. Et là, pour le coup, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans une maladie rare, hein. Je vous avais dit 1 sur 2000, on est à 1 sur 400. Voilà, mais finalement, bon voilà, les syndromes MELAS vraiment avec les épilepsies, les accidents vasculaires cérébraux, bon, c'est 15% a priori des patients adultes, alors que les mythes, il y en a beaucoup plus chez les adultes. Alors, peut-être que quand on vous a donné votre résultat de génétique, on vous a dit, vous avez cette mutation à 3243G à un certain pourcentage. Et puis nous, les docteurs aussi, on se demande bien pourquoi avec une même mutation, il y a des gens qui vont avoir juste une surdité et il y a d'autres gens qui vont avoir vraiment plein d'autres signes, accidents vasculaires, etc. Donc, on s'était dit d'une manière un petit peu simple que peut-être ça dépend du pourcentage. Si on n'a que 10% de mutations dans le corps, on a moins de risque de faire quelque chose de grave que si on en a 90%. C'est effectivement globalement vrai. Je vous ai mis là les pourcentages dans les urines, où globalement on peut dire que si on est à moins de 20% dans les urines, on n'est quasiment pas malade, hein. Je vous ai mis quand même un petit peu de bleu
clair, parce que moi, je connais quand même certaines patientes qui sont à 18, 19, qui ont quelques signes, mais en dessous de 10%, non. Et au-dessus de 70%, là, par contre, on a plus de risques d'avoir effectivement les fameux accidents vasculaires cérébraux, voire parfois même des syndromes de Leigh. Et puis, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a que une surdité? Est-ce qu'on a un diabète? Est-ce qu'on a d'autres signes associés? Difficile. Et puis finalement, tous les docteurs, on a tous vu des patients qui venaient à 90% à la consultation juste parce qu'ils voulaient savoir s'ils étaient porteurs de quelque chose, parce que leur maman avait un diabète et une surdité, mais qui, eux, se plaignaient absolument de rien. Et on a aussi vu des patients qui avaient à peine 20% et qui pourtant avaient une atteinte cardiaque, une atteinte avec des accidents vasculaires, etc. Donc, voilà, le pourcentage en soi n'est pas vraiment, enfin, je veux dire, on ne peut pas y compter à 100%. C'est un facteur intéressant, mais il n'y a pas que ça. Et pourquoi il n'y a pas que ça? Voilà, taux d'hétéroplasmie, c'est le pourcentage, comme je vous ai dit. Sûrement que ce qui se passe, c'est la variabilité tissulaire. C'est-à-dire que vous savez tous qu'au départ, il y a l'œuf qui vient de la fécondation de l'ovocyte avec le spermatozoïde, donc une toute première cellule. La maman, elle a donné certaines mitochondries malades, on les a mis par exemple ici en rouge. Et puis finalement, après cette cellule, elle va se diviser. Et puis elle va donner ce qui va donner le cœur, ce qui va donner le cerveau, ce qui va donner les nerfs, ce qui va donner les reins, etc. Et quand tout ça va se diviser, vous voyez, c'est comme ici un peu une bouteille où vous avez des mitochondries saines, les bleus clairs, des mitochondries malades, les foncés. Et finalement, aléatoirement, selon comment ça tombe, il y a une cellule qui va se retrouver avec plein de mitochondries malades. Ici, vous voyez tous les points jaunes. Et l'autre à côté qui va se retrouver avec rien du tout. Et ce qui fait que, dans une même famille, il y a des gens qui ont une atteinte cardiaque sévère parce que peut-être cette cellule-là, elle a donné le cœur, alors que le garçon ou la fille d'après n'a pas du tout eu cette configuration et était plutôt comme ça, et du coup n'a pas du tout de problème de cœur. Donc c'est pour ça que quand on vous donne le pourcentage, c'est le pourcentage dans votre sang ou idéalement le pourcentage dans vos urines. Les urines, voilà, sont un peu plus un mélange, on va dire, de ce qu'il y a dans l'organisme. Mais à vrai dire, on ne va pas vous faire une biopsie de tous vos organes pour vous dire, vous avez 90% dans le cœur, 70% dans l'oreille, etc. Donc, c'est probablement ça qui explique un petit peu la variabilité d'un patient à un autre, alors qu'ils auraient quasiment des pourcentages similaires dans le sang ou dans les urines. La deuxième chose, c'est qu'on sait aussi maintenant que tous les organes n'ont pas la même sensibilité au pourcentage de mutation. On pense, par exemple, qu'il y a beaucoup de surdité parce que probablement l'oreille est très, très, très sensible au fait qu'il y a une mutation. Et donc, peut-être que l'oreille, dès qu'on a 30% de mutation, déjà, l'oreille, elle va moins bien, alors que peut-être dans le cœur, il faut être à plus de 60% pour avoir quelque chose. L'autre chose aussi, je voulais marquer là, c'est le nombre de copies d'ADN. C'est-à-dire qu'on vous parle d'un pourcentage, mais à vrai dire, ce qui est sûrement plus important que le pourcentage, c'est le nombre de mitochondries saines dans une cellule. Et donc, si vous avez 10 mitochondries en tout et que vous avez 90% de mitochondries malades, vous n'en aurez qu'une saine qui va rester. Alors que si vous en avez 100 dans la cellule, vous en aurez 10 de saines qui vont rester et sûrement que ça vous amènera quand même plus d'énergie d'avoir 10 saines que d'en avoir qu'une. Et ça, cette variabilité tissulaire, ce nombre de copies d'ADN, on sait que c'est quelque chose qui est variable dans le temps. Par exemple, si on fait beaucoup de sport ou d'activité physique, ça augmente le nombre de copies d'ADN mitochondrial. Donc peut-être c'est ça qui explique aussi une part de variabilité. L'effet seuil, je vous en ai déjà parlé. Et puis, sûrement qu'il y a des autres choses qui ne sont pas propres à la mitochondrie, mais qui influencent sur elle. Par exemple, des autres gènes que l'on a dans les chromosomes. On sait par exemple qu'il y a des influences du sexe. Par exemple, les syndromes de Leigh sont beaucoup plus fréquents chez les garçons que chez les filles. On sait qu'il y a une influence de l'âge, comme je vous ai dit, au fur et à mesure qu'on avance en âge, on voit des symptômes qui arrivent.
On sait qu'il y a les facteurs environnementaux, évidemment qu'on va vous resservir que le tabac et l'alcool, c'est pas très bon, mais effectivement sur le mitochondrie, c'est pas très bon. Mais dans facteurs environnementaux, il y a aussi certains médicaments. Par exemple, il y a certains antibiotiques qu'il vaut mieux ne pas utiliser. Peut-être des facteurs immunologiques aussi, ça, on n'a pas encore toutes les réponses par rapport à ça. Donc, ce qui fait que quand on vous rend le résultat de génétique, eh ben, on est un peu dépourvu pour vous dire, ben, finalement, qu'est-ce que vous allez développer? Est-ce que vous allez développer qu'une surdité? Est-ce que vous allez développer un diabète? Est-ce que vous allez développer des accidents vasculaires? En fait, on ne sait pas vraiment. Et c'est pour ça que cette question est aussi très compliquée quand vous demandez un diagnostic prénatal et qu'on veut savoir chez le bébé, est-ce qu'il risque d'avoir une forme sévère ou pas. Alors ça, je repasse vite parce que c'était surtout pour l'étude. Donc finalement, quand on demande quel est le pronostic, voilà, docteur, vous m'annoncez que j'ai 70% de mutations dans mes urines, ça m'a l'air quand même beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, comme dit, moi je dis toujours, il faut voir qu'est-ce qui va arriver. Il ne faut pas tenir compte que du pourcentage, mais sûrement qu'il y a d'autres choses qui interviennent. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les formes sont plus sévères si on a une petite taille, si on a déjà eu des problèmes de croissance dans l'enfance, si on a une petite tête, si déjà la scolarité a été difficile et qu'on a un retard dans les acquisitions scolaires. Le BMI, c'est le rapport entre le poids et la taille, c'est un petit calcul comme ça, c'est l'index de masse corporelle. Quand tout ça est plus faible ou quand on a des pertes de poids, par exemple, on sait que c'est des facteurs aggravants. Par exemple, voilà, il y a une évolution des facteurs avec l'âge, il y a plus de surdité, plus d'atteinte cardiaque, plus de pseudo-stroke. On sait aussi que si on a plus de lactate sur l'IRM, on a un petit peu plus de risque. Et puis, il y a des marqueurs qui sont à l'étude qu'on ne fait pas du tout en pratique courante, où on est en train d'étudier au laboratoire est-ce que effectivement ces marqueurs sont des facteurs pronostiques ou pas. Peut-être que celui-là, GDF15, serait peut-être un marqueur, ou quand on en a plus, c'est peut-être un signe d'une plus grande gravité. Alors, une fois qu'on a décrit la maladie et qu'on a annoncé la mutation, évidemment, la question, c'est est-ce qu'il y a un traitement, docteur? Donc, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore de thérapie génique, par exemple, qui permettrait d'aller corriger cette mutation, comme vous l'entendez des fois au Téléthon pour d'autres maladies. Là, il y a pourtant beaucoup d'équipes qui se sont déjà penchées sur d'éventuels traitements. Il y a 30 ans, voilà, peut-être pas 30 ans, quand même, il y a 20 ans, quand j'étais jeune docteur, et ben, tout le monde recevait du coenzyme Q10, de la riboflavine, du lévocarnil. Peut-être vous aussi, vous avez reçu tout ça. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ça n'a pas vraiment prouvé son efficacité, en tout cas sur des cohortes de patients. Que peut-être ça, individuellement, ça a un intérêt de l'essayer, mais qu'il ne faut pas le donner comme ça systématiquement à tout le monde et que certains patients, clairement, n'en ont pas de bénéfice et que ça ne sert à rien de continuer un traitement si ça n'a pas de bénéfice. Ce qui est un petit peu plus sûr, c'est le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Donc, vous voyez, il y a eu un consensus en 2019 où on dit que comme il y a beaucoup d'épilepsie associée, il faut systématiquement mettre un antiépileptique, bien hydrater le patient, mettre éventuellement des corticoïdes, mettre des perfusions d'arginine et encore, il y a certaines éthiques qui reviennent sur ça. Et est-ce qu'après, on peut mettre en place des traitements pour empêcher que les accidents vasculaires reviennent? Il y a certains papiers qui ont dit que le fait de mettre de l'arginine, d'en prendre tous les jours, diminuait un petit peu le risque. Est-ce que c'est plutôt de l'arginine? Est-ce que c'est de la citrulline? Bon, c'est la citrulline, en fait, se transforme en arginine, donc c'est tout un débat par rapport à ça. Et puis, il y a eu une équipe japonaise, et les Japonais travaillent beaucoup sur les pseudostroques dans cette maladie, qui a essayé donc ce traitement par taurine, avec, vous voyez, dans les essais cliniques, une très bonne efficacité.
80% ont une diminution de 50% des strokes à 1 an. Bon, voilà, je vous dis bien à 1 an. Rappelez-vous tout à l'heure que je vous avais dit qu'en moyenne, les gens font un stroke tous les 15 mois. Donc, à 1 an, attention à ce que ça veut dire. Et puis, il y a plein d'essais en cours sur notamment des cellules de patients. Il y a certains essais cliniques aussi qui se sont faits déjà chez l'homme. À Angers, on a participé à l'essai Vatiquinone et puis à un autre essai Rénéo. On est en train de réfléchir à d'autres essais cliniques qu'on pourrait proposer. Ce qui est en tout cas très important, c'est la prise en charge des patients, déjà la reconnaissance sociale, le fait qu'on dise que voilà, il y a effectivement un diagnostic qui explique qu'on est plus fatigué, qu'on a du mal à courir, qu'on peut peut-être pas travailler à 100% et ce n'est pas parce qu'on est feignant. Et bien déjà, très souvent, ça allège un petit peu la situation, les dossiers de 100%, les dossiers de MDA, de MDPH, de la rééducation, la réadaptation à l'effort. À vrai dire, les seules études qui ont vraiment prouvé une efficacité pour les maladies mitochondriales, c'est le fait de maintenir une activité physique avec ce qu'on est bien sûr capable de faire, les adaptations de la scolarité, du poste de travail, la prise en charge nutritionnelle. Alors ça, c'est tout un débat. Est-ce qu'il faut avoir des régimes spécifiques dans les maladies mitochondriales? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Et ça, c'est déjà un premier combat, d'avoir une alimentation bien équilibrée, peut-être d'avoir une alimentation un petit peu plus riche en oméga 3, oméga 6, donc c'est tout ce qu'il y a en fait dans les poissons, et notamment les poissons gras. Donc ça, voilà, il y a certaines équipes maintenant qui recommandent de consommer des poissons gras au moins 1 à 2 fois par semaine. Il y a la question des vaccins. Clairement, il n'y a aucune contre-indication au vaccin et au contraire, c'est recommandé que les enfants aient tous leurs vaccins et aussi que les adultes soient vaccinés contre la grippe ou contre le Covid. Et on choisit, nous, à Angers, de remettre aux patients un certificat médical où on dit qu'on essaye d'éviter certains médicaments qui sont un petit peu toxiques pour la mitochondrie. Je dis bien, on essaye d'éviter. Dans ces traitements, il y a des antibiotiques. Si vous avez une infection très sévère et que le germe de cette infection ne répond qu'à un de ces antibiotiques, il faut bien sûr le donner plutôt que de laisser l'infection se propager. Donc, c'est pas des contre-indications. Votre docteur, il verra jamais dans le Vidal qu'il n'a pas le droit de les donner. Mais c'est plutôt que si on peut prendre un autre traitement à la place, c'est mieux. Il y a aussi des précautions anesthésiques. Et puis, il y a la surveillance de toutes les complications sur lesquelles on peut proposer un traitement spécifique, la surdité, le diabète, l'hypothyroïdie, l'atteinte cardiaque, etc. On propose aussi de faire régulièrement une prise de sang de dépistage de certaines carences en magnésium, carences en carnitine, par exemple. Bien sûr qu'on est encore plus fatigué si on a des carences, si on a une thyroïde qui fonctionne moins bien, si on a une atteinte cardiaque. Alors, le conseil génétique, voilà, quand on est soit porteur de cette maladie, est-ce qu'on a un risque de le donner à ses enfants? Donc, si on est un homme, non, parce que les hommes ne donnent pas les mitochondries, c'est uniquement les femmes qui donnent les mitochondries à leurs enfants. Et quand elles les donnent, eh ben, on se retrouve avec le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles les donnent de manière aléatoire dans les différents ovocytes qu'elles produisent. Ce qui fait qu'elles peuvent très bien avoir un enfant qui va avoir 0% et aucune atteinte, et à côté de ça, un autre enfant qui, lui, va être très gravement atteint. C'est ce qui explique cette expression très, très variable dans la famille. Alors, on peut proposer un diagnostic prénatal sur une amniosynthèse, mais voilà, on va vous dire, le bébé que vous portez a un certain pourcentage. On ne pourra jamais vous dire c'est noir ou blanc. C'est pas comme dans la trisomie 21 où on peut vous dire il y a une trisomie ou il n'y en a pas. Là, c'est vraiment, voilà, il y a un certain pourcentage et en fonction de ça, comment est-ce qu'on choisit de poursuivre ou pas la grossesse. Et puis, il y a possibilité de diagnostic préimplantatoire. Cette fois-ci, ça veut dire qu'on fait une fécondation in vitro. On prend les ovocytes du papa, les spermatozoïdes du papa, les ovocytes de la maman.
on fait une fécondation in vitro, on regarde les œufs qui sont avec le moins de pourcentage de mitochondries et on les redonne à la maman. Il y a beaucoup d'échecs, hein, parce que aussi, je vous ai dit qu'il y a des problèmes un petit peu de ménopause précoce, de choses comme ça. Donc, c'est pas toujours facile de récolter les ovocytes des patientes. C'est pas non plus toujours gagné qu'il y ait un pourcentage suffisamment faible dans les œufs qu'on a pour les réimplanter à la maman. Et puis, il y a des autres techniques où on dit que ce sont les techniques de bébé à 3, qu'on ne fait pas encore en France, mais qu'ils font en Angleterre, où en fait, on fait une fécondation in vitro et on enlève en fait les mitochondries de la maman pour mettre les mitochondries enfin c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend l'ovocyte d'une donneuse, donc il y a les mitochondries d'une donneuse et on y met à l'intérieur le noyau, donc les chromosomes du papa et de la maman. Voilà, j'ai presque fini. Juste pour vous dire que il y a ce qu'on appelle un protocole national de diagnostic et de soins pour le syndrome de Mélas. C'est quelque chose que tout le monde peut trouver en ligne en tapant PNDS Mélas sur votre moteur de recherche préféré. C'est très, 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 très détaillé avec beaucoup de choses médicales, mais il y a aussi un résumé au départ. Et vous pouvez bien sûr le lire si vous voulez, mais c'est intéressant que vous en sachiez l'existence, puisque si un jour vous vous trouvez devant un docteur qui vous dit, ben, écoutez, moi, votre maladie, je la connais pas, eh ben, vous pouvez lui dire, allez sur le moteur de recherche, tapez PNDS Mélas, et là, en 2 pages, il aura déjà un résumé de ce qu'est votre maladie et de ce à quoi il faut faire attention. Et puis, un petit coup de publicité pour notre programme, donc que l'on dit d'éducation thérapeutique. L'idée n'est pas de faire de l'éducation comme à l'école, hein. C'est plutôt un programme dans lequel on rassemble quelques patients, entre 4 et 6 patients, pendant 3 jours, enfin 3 fois un jour, et on discute de différentes problématiques autour de la maladie. Voilà, quels sont les organes atteints, comment est-ce que, là, c'est les ateliers que vous voyez là, comment est-ce que ça se transmet, qu'est-ce qu'on peut avoir le droit sur le plan social, qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide sur le plan auditif, par exemple. Il y a un atelier avec une psychologue aussi sur le vécu de la maladie, par exemple. Donc, voilà notre centre à Angers. Et puis, je remercie du coup tous les médecins et les chercheurs qui travaillent avec moi au quotidien pour à la fois le diagnostic, la recherche, la prise en charge de la maladie. Dans cette maladie, tout le monde se plaint de la fatigue, mais la fatigue, c'est difficile à mesurer. Pour les docteurs, c'est plus facile de faire une prise de sang pour mesurer un taux de glucose que de mesurer la fatigue de quelqu'un. Et donc ça, on est en train de réfléchir, notamment dans les essais cliniques pour les nouvelles molécules, à ce que quand on fait un essai clinique, vous savez, on essaye un médicament pour répondre à une seule question. Pour l'instant, la question était souvent, est-ce que les gens arrivent à marcher plus longtemps? Est-ce que les gens font moins d'épilepsie? Voilà, etc. Mais rarement, en fait, la fatigue en soi. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est déjà quelque chose, c'est-à-dire arriver à mesurer, avoir un outil de mesure de la fatigue. Ensuite, la fatigue, il y a beaucoup de causes dans la fatigue, c'est-à-dire que déjà, voilà, est-ce qu'il peut y avoir un syndrome d'apnée du sommeil? Est-ce qu'il peut y avoir une part de syndrome anxieux ou dépressif qui majore aussi la fatigue? Et ça, c'est aussi important à prendre en compte, hein, l'atteinte cardiaque, l'atteinte rénale, un diabète mal équilibré, une hypothyroïdie, tout ça, c'est des choses, il faut voilà, éliminer déjà toutes ces choses sur lesquelles on peut faire quelque chose. Et puis ensuite, sinon, voilà, vous parliez des vitamines. Effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est de faire des choses un peu séquentielles. C'est-à-dire, on propose un traitement par lévocarnil pendant 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce qu'on se sent moins bien? Bon, si c'est mieux, on le garde. Si c'est moins bien, on continue pas à donner un médicament dont on n'a pas de bénéfice. Voilà, il y a parfois, on propose du coenzyme Q10 aussi. Parfois, voilà, alors le Nicobion, c'est très
très en vogue, hein, particulièrement à Angers, bien sûr. Vous avez sûrement entendu qu'il y a un essai clinique en cours à Angers avec le nicobion, mais dans une forme en fait de maladie mitochondriale très spécifique qui sont les atrophies optiques. Ah, bah oui. Donc, voilà, c'est vraiment dans une forme très, très spécifique pour l'instant, cet essai clinique. Ça, c'est toujours la grande discussion. Est-ce qu'il faut être suivi en centre de référence ou pas? Moi, c'est pas une obligation d'être suivi en centre de référence, hein. Moi, je vois des patients, des fois même, il y a certains patients que je vois en téléconsultation parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils ont besoin d'une question spécifique, par exemple. Voilà. Après, pour vous, il y a des centres de référence peut-être un petit peu plus près qu'à Angers. Il y a un centre de référence à Necker où il y a Benoît Funalo qui s'occupe de patients adultes. Il y a un centre à Strasbourg aussi. Mais en général, c'est un peu le maillage de la prise en charge des maladies mitochondriales sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a les centres où vous pouvez être, ensuite il y a les centres de compétences et ensuite il y a les centres de référence. Pourquoi on est plutôt centre de référence que centre de compétences? C'est qu'en général, dans les centres de référence, il y a de la recherche qui est faite. C'est pas pour autant que dans le clinicien qui vous suit, il est moins bien compétent, hein. C'est pas sur ça que ça se joue. Mais après, voilà, sur des questions très très spécifiques, ou si vous avez l'impression que vous n'avez pas certaines réponses, que votre médecin est en difficulté, c'est tout à fait votre droit de demander une consultation en centre de référence, mais ce n'est pas un critère obligatoire. Tous les patients ne sont pas forcément suivis en centre de référence. Il y a la question du régime cétogène. Clairement, aujourd'hui, l'indication du régime cétogène, elle est particulièrement dans les épilepsies pharmacorésistantes, ça veut dire des épilepsies qui n'arrivent pas bien à être contrôlées malgré la mise en place de 2 traitements antiépileptiques. Donc ça, c'est, on va dire, l'indication formelle. Et puis ensuite, voilà, il y a est-ce qu'il faut mettre un régime cétogène dans d'autres indications? Par exemple, ce que vous disiez, est-ce que si on fait beaucoup de pseudo-stroke, est-ce que le régime cétogène permet de prévenir quelque chose? Est-ce que sur la régression, ça permet de prévenir quelque chose? Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études par rapport à ça. On a quelques cas cliniques où effectivement le régime cétogène a aidé, mais alors je parle dans mon expérience personnelle parce qu'il y a pas, il y a aussi là tout un travail en cours par l'équipe de Strasbourg qui a essayé de colliger beaucoup de cas en France de patients qui avaient une maladie mitochondriale et pour lesquels un régime cétogène a été proposé pour justement savoir comment est-ce que ça a été toléré, pourquoi ça avait été mis et quelle en a été l'efficacité. Donc, on attend les résultats de cette étude. Mais nous, en tout cas, dans notre expérience, le régime cétogène parfois a aidé, mais malheureusement toujours de façon transitoire. Alors, un transitoire qui peut être de 4-5 ans, hein, on a comme ça un enfant qui avait complètement perdu la tenue assise et la tenue de tête, et une fois qu'on l'a mis sous régime cétogène, il a bien récupéré tout et on l'a même connu en train de marcher dans le couloir. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a reperdu et malheureusement, il a perdu beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très, très bien exploré, en fait. Mais c'est probable qu'il y ait de l'ostéopénie dans les maladies mitochondriales parce que déjà, il y en a chez tous les patients qui bougent moins qu'on devrait bouger habituellement. Donc, les patients qui sont en fauteuil, les patients, voilà, typiquement déjà rien que de ce fait-là. Les antiépileptiques sont aussi des facteurs de risque d'avoir plus d'ostéopénie. Donc, on a voilà, des choses un petit peu associées. Et puis, dans les maladies mitochondriales, on a cette fameuse augmentation du lactate. Le lactate, c'est acide et l'acidité se compense avec une partie de ce qu'on appelle les biphosphonates qui sont dans les os. Et donc, ça, sûrement que ça aussi participe encore à l'ostéopénie aussi. Donc ça, c'est sûr que c'est très important d'avoir régulièrement des bilans
de surveillance de la quantité de vitamine D et éventuellement d'être supplémenté et d'avoir des bons apports en calcium, hein, au moins 2 produits laitiers par jour, 3 idéalement. Ce qui se passe, c'est que tout le monde a en tête des enfants de 4 mois, 5 mois qui ont débuté une maladie mitochondriale suite à la réalisation d'un vaccin. Donc, il y a eu un peu toute une polémique de est-ce qu'il faut vacciner les enfants avec des maladies mitochondriales. Aujourd'hui, la réponse est clairement oui. C'est-à-dire les vaccins ne provoquent pas de décompensation de la maladie mitochondriale. N'importe quel stress, un vaccin, une fièvre, une déshydratation peut provoquer une décompensation de la maladie mitochondriale. Et aujourd'hui, entre avoir la grippe et c'est sûr, décompenser et être vacciné ou du coup en mettant du Doliprane régulièrement, etc., éviter la fièvre post-vaccinale, et ben, le choix est assez vite vu dans la balance bénéfice-risque. Donc ça, maintenant, c'est écrit partout dans toutes les recommandations des maladies mitochondriales que même des enfants qui auraient justement régressé après un premier vaccin doivent continuer d'être vaccinés. Sauf si, bien sûr, les immunologues ont trouvé quelque chose de spécial par rapport à ça. Hein, mais oui, ça c'est clair. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette webinaire présenté par le Dr Barthes sur le syndrome de Mélas-Mead. N'hésitez pas à la retrouver sur notre chaîne YouTube, de la liker, de la partager. Vous pouvez également nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, la prochaine webinaire sera sur le syndrome de Late et vous pourrez retrouver tous nos événements sur nos réseaux sociaux également et participer à notre tombola et notre appel aux dons pour notre chercheur. Merci à tous. Au revoir.